Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode en duo, le premier épisode de cette année 2025. Je suis absolument honorée, je me réjouis d'avoir comme invité aujourd'hui Oriane Jurado, Oriane qui est coach et qui est naturopathe. Nous allons avoir toutes les deux une conversation à propos de cette énergie si particulière qui est associée aux premières fois, à la première journée de cette année, à cette énergie de renouveau, peut-être à ce côté presque pétillant, presque étincelant de cette journée particulière, mais que j'ai envie d'inviter peut-être aussi pour les autres journées, les premiers jours du mois, de la semaine. Et merci beaucoup, Oriane. Bonjour, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonjour Barbara, bonjour à tous, bonne année à tous. Je vous souhaite d'ores et déjà tout le bonheur que vous pouvez souhaiter. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est par l'intermédiaire de Anne-Claire Méret que je fais ta connaissance il y a quelques années maintenant, lors de la formation Coach from the Heart, qui d'ailleurs réouvre ses portes incessamment sous peu, donc tu seras bientôt très occupée à nouveau. Euh, j'ai rencontré à travers ces cours, à travers les sessions en live, ta présence, ton rayonnement, ta lumière, ce que je pouvais percevoir déjà à ce moment-là de toi. Et puis, l'année dernière, donc en 2024, je me suis associée à ton programme de Shivananda Pasapa, que j'ai intégré avec plus ou moins de régularité en fonction des périodes. Et j'ai découvert une autre facette, un autre de tes talents, une autre compétence. Et je dois avouer qu'à travers tout ce que tu offres et ton rayonnement, j'en ai déjà parlé, mais aussi peut-être ton parcours dont on aura l'occasion de parler dans ce podcast. Je me sens assez proche de ce que tu es. Je trouve qu'il y a une très jolie cohérence. C'est cet espace où ce que je perçois de ton âme, de ton essence, résonne très fort avec ce que je peux capter, de ce que je peux retrouver au fur et à mesure du temps qui passe sur les différents supports auxquels je me relie à toi. Et c'est à travers ça, à travers ta présence, ta lumière, que j'avais envie de t'accueillir en particulier pour ce premier jour et ce premier épisode de l'année. Non, merci Barbara pour cette introduction. Euh, c'est rigolo parce que tu parles un petit peu de résonance et j'ai une résonance moi aussi avec ton travail et notamment avec ton podcast parce qu'à une époque j'ai pensé à un podcast et dans l'idée ce podcast il était autour de la guérison. Et je m'étais Magnifique. dit que j'avais envie d'interviewer des personnes qui avaient guéri de plein de choses et qu'est-ce qui avait fonctionné pour elles. Et donc, voilà. Dans ma tête, ce podcast s'appelait Guérir. Et donc, évidemment, guérir, heal, on est au même endroit. Parfait. Bon, en tout cas, je suis vraiment honorée. Et puis, à travers ta voix, je trouve que c'est un médium, peut-être, de guérison, de santé, de bien-être. Et il se passe beaucoup de choses. Et je suis vraiment, encore une fois, honorée que tu puisses poser ta voix, tes mots et ton essence sur ces ondes. Merci, Oriane. Est-ce que tu accepterais de te présenter et de présenter Bien, peut-être la forme de ta contribution aussi actuelle? bien sûr. Donc, je m'appelle Oriane Jurado, j'ai 34 ans. J'habite à Marseille. J'ai choisi cette ville pour son soleil. Je vis avec mon compagnon, qui est mon compagnon depuis plusieurs années. Et eh bien, je suis... Alors, effectivement, il y a plein d'étiquettes qu'on peut mettre, parce qu'en fait, il y a plein d'outils. Et donc, je vais éviter cet écueil de me définir par mes outils et je vais simplement dire que j'accompagne les personnes dans leur transformation. La transformation de leur santé, de leur vitalité par l'outil de la naturopathie, et puis leur transformation peut-être plus intérieure par l'outil du coaching que l'on partage, toi et moi. C'est une très jolie présentation. J'aime beaucoup ce que tu en partages. Et peut-être pour faire un clin d'œil à l'idée du podcast, je suis assez curieuse d'avoir ta vision de la santé et du bien-être. Ah, c'est un vaste sujet, ça. Il y a cette définition de l'OMS. Alors, l'OMS ne dit pas toujours que des belles choses, mais parfois, on a des belles surprises. Et je crois que la définition de la santé par l'OMS, c'est non pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être
physique, mentale, émotionnelle et relationnelle, quelque chose comme ça. Je trouve que ça, c'est une belle définition de la santé. Je dirais que du coup, la santé, c'est pas seulement l'absence de souffrance, l'absence de douleur. Je crois que c'est un état de complétude, finalement, sur tous les plans de l'être. Un état d'être, définitivement. C'est une très jolie définition, effectivement. Je crois qu'elle parle vraiment de complétude, enfin, d'un état complet de bien-être à travers ces différents plans. Et merci pour ton partage. La santé a eu un impact, des répercussions sur ton chemin. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager ici sur In the World ton parcours et ton chemin de guérison? Ah oui, alors, je vais le dire comme ça, même si ça peut en choquer certains peut-être, mais oui, la maladie, ça a été ma bénédiction. Et je crois que ça l'est encore aujourd'hui, même dans les moments où c'est moins facile. Pour la petite histoire, donc, j'ai fait des études de droit, j'ai fait 7 ans, je suis allée jusqu'au barreau, le titre d'avocat, un poste dans un grand cabinet. Euh, mais depuis, je dirais, depuis mes 16 17 ans, cette question de la vocation et de ce que j'allais faire de ma vie, c'était un grand sujet. À 16 17 ans, je me souviens d'avoir eu des grandes anxiétés et des grandes pertes de repères, hein, donc quelque chose de très étourdissant à l'idée de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Euh, et je me souviens notamment de cet épisode avec un conseiller d'orientation. Euh, je crois que c'est en première ou en terminale, je sais plus. Et en fait, elle nous recevait les uns après les autres. Et donc, elle recevait une personne et une autre était en attente. Et moi, j'étais en attente et elle m'a donné un énorme classeur avec toutes les fiches métiers. Et elle m'a dit, bah, je vous laisse trouver votre fiche métier là-dedans et puis on en parle dans 15 minutes. Et moi, j'ai parcouru les pages et je me disais, non, 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 non. Et à la fin du classeur, je me suis dit, bah, j'ai pas de métier en fait. Euh, et donc, je suis allée en fac de droit un peu comme ça, en me disant, bah, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, quand on ne sait pas et qu'on n'est pas trop mauvais élève, la fac de droit, c'est une option parce qu'on nous dit que ça ouvre des portes et puis c'est pas cher comparé, par exemple, aux écoles de commerce, etc. Donc, bon, voilà. Et puis, bah, en fait, les années se sont enchaînées continuer à me dire, franchement, je suis pas convaincue du truc, mais je sais pas quoi faire d'autre, donc je continue d'avancer. Et puis, arrivé en poste, finalement, c'était le bout du tunnel, mais pas dans le bon sens du terme. C'était le bout du tunnel qui débouche sur une impasse, de me dire, bon, ben là, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et je pense à cause de ça, j'ai développé, du coup, pendant mes études de droit, une maladie auto-immune. Donc, auto-immune, pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas ce vocabulaire-là, ça veut dire notre système immunitaire qui normalement nous défend, attaque des tissus du corps, donc s'auto-détruit. Et dans mon cas, c'était une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc mon corps a commencé à grignoter ma thyroïde avec tout un tas de conséquences, parce que la thyroïde, c'est un petit peu le chef d'orchestre de l'organisme. Donc une thyroïde qui est attaquée, elle sous-fonctionne, et une thyroïde qui sous-fonctionne, c'est le corps qui métabolise moins d'énergie, donc on est beaucoup plus fatigué. On prend du poids parce qu'on n'arrive pas à brûler les calories comme on devrait. Le cœur est un peu au ralenti, le cerveau est au ralenti, toutes les hormones sont au ralenti, donc l'humeur est aussi un peu, un peu sombre. Et voilà. Et donc, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée en poste avec une santé complètement dans les chaussettes et une impression d'impasse aussi bien professionnelle que physique. Voilà. Et donc, c'était peut-être la fin d'un chapitre éprouvant, et le début, l'arrivée de quelque chose de nouveau. Absolument. Absolument, parce que je pense que si j'avais pas eu en plus donc cette maladie qui s'appelle Hashimoto, qui est quand même vraiment venue me poser un stop, quoi. C'est-à-dire que quand le corps il est à ce point-là au ralenti, on n'avance plus, en fait. Peut-être que j'aurais pu continuer un peu plus longtemps dans cette voie qui n'était pas la mienne en me disant, bon, ben, fais peut-être quelques années.
de barreau et puis après tu feras juriste ou peut-être un truc de cet ordre-là. Mais là, j'ai pas eu le choix en fait. Finalement, la maladie m'a vraiment fait me dire bah, il faut qu'il y ait quelque chose qui change quoi. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré la naturopathie complètement par hasard ou pas d'ailleurs, sans la chercher, mais la vie l'avait mis sur mon chemin. Et effectivement, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à ce moment-là, clairement. En termes de résonance, je vais faire le partage ici. Lorsque j'étais étudiante, j'avais 18 ou 19 ans après mon bac, moi je me suis orientée vers des études de médecine. Et puis j'ai déclenché, moi aussi, une thyroïdite d'Hashimoto qui m'a mis à l'arrêt et qui m'a permis, je dirais, de m'observer complètement à contresens et à vouloir toujours pousser plus fort, répondre peut-être à des injonctions que je m'étais mises de comme il fallait faire ou comme je devais faire ou comme c'était bien ou attendu que je fasse. Et ça a été éprouvant, ça a été un premier deuil, je crois, dans mon expérience personnelle. Et puis un réel apprentissage de, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Et à quoi je décide de m'ouvrir? Moi, j'ai pas forcément retrouvé la naturopathie, mais c'est évident que j'ai été amenée à cheminer vers d'autres choses et puis à m'extraire du milieu où j'étais. Et, et en fait, j'ai un regard beaucoup plus doux sur ce passage-là qu'à l'époque où j'étais très en colère, je crois, d'avoir la sensation que mon corps me lâchait. Et puis aujourd'hui, je me dis que s'il ne m'avait pas offert ce message, d'une certaine façon, aujourd'hui, je pose presque le mot de cadeau dessus. Euh, je sais pas jusqu'où je serais allée en fait pour m'accomplir ou pour accomplir un dessin qui n'était pas le mien. Et je me dis que 2025, j'ai très envie d'honorer des espaces qui m'appartiennent, qui sont nourris par ce que moi je sens à l'intérieur de moi. Et je me demande comment toi, aujourd'hui, avec ton bagage, avec qui tu es, comment tu amorces les nouveaux départs, les nouveaux chapitres. Merci déjà pour le partage que tu viens de nous faire. Comment j'aborde les nouveaux départs? Euh, ce qui me vient là, c'est que dans ton partage et dans le mien, il y a un peu cette notion de choix qui n'en était pas. C'est-à-dire d'une route toute tracée, qu'elle soit tracée par l'extérieur ou que l'on croit qu'elle l'est. Euh, en tout cas, une espèce d'autoroute qu'il faudrait suivre. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'aborde les nouveaux départs en prenant ce temps en amont de me demander si c'est vraiment juste. En prenant les quelques temps de suspendus après le coup de feu, en prenant quelques temps suspendus pour me demander si c'est vraiment une course que j'ai envie de courir. Ou est-ce que j'ai envie de le vivre autrement? Comment j'aurais envie de le vivre? Et du coup, de poser des intentions et finalement de poser un petit peu comme un cahier des charges du projet pour qu'il ne se fasse pas au détriment de mon alignement, de ma santé, de mon équilibre de vie, etc., etc. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour toi une intention? Parce que je pense que c'est extrêmement précieux en fait d'être dans une notion d'intentionnalité, mais ça peut encore paraître parfois obscur ou j'aimerais bien avoir ton regard, ta vision sur ce mot-là. Il faudrait donner des exemples concrets, j'imagine, pour que ça soit moins obscur. Euh, je peux donner un exemple qui est que, en ce moment, j'écris un livre qui devrait sortir cette année, là, 2025. Avant de me dire oui au projet, je me suis déjà demandé comment est-ce que c'est une co-création, on les crée à deux. Et du coup, j'ai pris le temps de me demander à quelles conditions j'avais envie de l'écrire ce livre. Déjà sur l'angle, tu vois, pas simplement sauter sur l'occasion d'écrire un livre et finalement d'écrire le livre qui est attendu de
notre co-auteur, notre éditrice, peut-être notre public, etc. Mais de se demander qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie d'y mettre pour m'y retrouver. Et puis ensuite me demander euh, combien de temps je suis prête à y consacrer, quelle serait la temporalité qui serait juste pour moi pour que, voilà, pour que ça prenne le temps juste. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la promotion de ce livre? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire dans la promotion de ce livre? Euh, et une fois que tout ça s'est posé, poser des intentions, c'est, je crois, prendre cet engagement vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai clarifié, euh, eh bien, ça devient un peu une condition sine qua non, finalement. Et c'est de se dire, eh bien, l'intention, c'est je pose ce livre dans le respect de qui je suis. Et ça passe par ta 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 ta. Est-ce que c'est plus clair dit comme ça? Je pense que ça l'est. Merci pour, d'une part, le partage de ce beau projet, dont je te souhaite tout le meilleur, et puis d'effectivement ton intention et de comment tu le traduis. Moi, si je devais mettre des mots ou une autre façon de le dire, je crois que c'est la façon, c'est avec quelle énergie j'aborde ce que j'aborde. C'est ce qui est dans l'espace, ce qui est dans l'absence de matière en quelque sorte. C'est depuis quel espace et depuis quelle énergie je fais ce que je fais. Euh, je crois que ça serait ça, et ça serait très en lien avec l'amour. Quelle que soit la façon dont après je mets des mots dessus, mais je pense que c'est ramener de la présence et quelque chose, une énergie, une émanation très orientée, très choisie, dans un espace où effectivement je la laisse après être et vivre. Mais je pense que si je devais le traduire et si je devais moi aussi m'employer à mettre des mots dessus, c'est comme ça que j'aurais envie de le définir en tout cas aujourd'hui. Ça me paraît vraiment important en fait dans nos contributions aujourd'hui de ramener du sens et je crois que c'est exactement ce que fait l'intention. Oui, je pense que ça serait juste. Ta J'avais définition est belle parce qu'elle se place en amont encore de ce que je partageais moi. Et je te rejoins tout à fait sur ça. Euh, T'as raison. Je pense que ta définition est vraiment excellente et que finalement la mienne vient ancrer dans la matière cette intention d'amour, Je crois cette énergie d'amour. qu'elles sont complémentaires, effectivement, ça Mm. doit se faire en deux temps et c'est l'alliance des deux. Euh, bon, c'est riche, en tout cas, ça permet d'ouvrir d'autres thèmes. Est-ce que tu as toujours vécu... Alors, en fait, non, ma question, elle va être... je pensais pas forcément te reposer ce thème-là et finalement, il s'invite très spontanément, alors on va l'honorer. Lorsque je t'ai découvert, tu lançais tes activités et tu as fait le choix conscient de ne pas mettre ton énergie dans un premier temps, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de le dire, dans les réseaux sociaux pour t'installer, pour créer ton activité et tu as fait autrement. J'aimerais bien que tu nous expliques, tu nous partages ce cheminement-là et comment tu as fait toi de ton côté, ce lancement. Là encore, c'est un peu comme l'histoire précédente, ça s'est fait un peu, un peu dans le dur quand même. Dans le sens où, quand j'ai effectivement lancé mes activités, j'ai fait comme tout le monde, j'ai ouvert un compte Instagram et très vite, ça m'a pollué le cerveau et pollué le cerveau, pollué tout en fait, ça m'a pris la tête. Ça m'a pris la tête parce que je me suis créé moi-même, j'imagine, des injonctions de toutes parts, par comparaison ou en prenant un peu trop personnellement les conseils de certaines amies qui, elles, avaient réussi par les réseaux. Et j'avais le sentiment que le monde entier me disait ce qu'il fallait faire. J'avais le sentiment que le monde entier me disait que pour réussir, il fallait faire tant de posts, tant de stories, les faire de telle manière, mettre tel hashtag, que sais-je. Euh, et en fait, c'était un modèle qui ne me parlait pas. Et donc, me dire, ah bah dis donc,
j'ai quitté le barreau, j'ai fait tout ce chemin-là, de me former à la naturopathie, de me mettre à mon compte pour au final rentrer dans une énième boîte, à devoir faire des choses que j'ai vraiment pas envie de faire. Euh, Pendant un temps, j'y suis allée un peu en forcing. Et puis, un jour où ça m'a un peu trop gonflé, j'ai décidé que, en fait, non. Que c'était une boîte qu'il fallait faire sauter, celle-là aussi. Et donc, je l'ai supprimé, mon compte, pas seulement désactivé, je l'ai supprimé en me disant, bon, euh, tout le monde a l'air de croire que c'est indispensable, on va l'enlever de l'équation, on va bien voir ce qui se passe. Et je crois que quand on l'enlève de l'équation, ça libère beaucoup d'espace mental, et puis d'espace de temps, et que du coup, bah, la créativité peut s'exprimer. Parce qu'il y a d'autres manières de faire. C'est juste que celle-ci, Instagram, c'est une manière de faire et qu'elle peut être efficace, mais qu'elle a tendance à éclipser toutes les autres. Voilà. Et donc, quand on se met dans un contexte différent où Instagram n'existe plus, eh ben, on commence à regarder autour de soi et à se dire, bah alors comment on fait? Et on peut déployer une ingéniosité qui peut-être ne se serait pas exprimée si elle n'avait pas eu cette contrainte-là. Merci infiniment. Ça ouvre des perspectives, ça ouvre des espaces lorsque tu l'évoques. Je pense que ça vient résonner avec un cheminement personnel aussi, mais à l'heure où il y a beaucoup d'informations et parfois beaucoup de pollution extérieure sur comment, encore une fois, on doit faire pour faire bien, pour honorer nos vocations, nos élans, etc. Je trouve ça rafraîchissant de pouvoir revenir en fait à ce qui est vivant en soi, à cet espace où en fait, peut-être, ouais, tout est possible en fait si on lâche les carcans, si on se dépouille aussi de de tout ce qu'on s'est rajouté au fur et à mesure. Et j'aime beaucoup cette idée en fait, qu'on peut tout créer. Et, euh, et moi, je le sais parce qu'aujourd'hui, tu continues à vivre de tes activités, mais ça s'est bien passé en fait. Tu as survécu à cette décision. Je pense que j'ai été portée au moment où je l'ai fait. Au moment où je l'ai fait, je revenais quand même de 7 mois en Inde, où cette fameuse présence dont tu parlais, elle avait été bien musclée. Euh, et où justement, je me suis vue en rentrant en France complètement me diluer moi-même avec cette histoire de réseaux sociaux et de me dire, je suis aux antipodes de ma présence quand je scrolle comme ça pendant 20 minutes sans voir le temps passer. Et donc, je pense que j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir goûté au bénéfice de la présence de par mon expérience en Inde et de me dire, ah non, hein, tu vas pas te laisser piquer ta présence par un algorithme et une application qui te montre des vidéos de 30 secondes débiles la plupart du temps. Et donc, j'ai eu la chance d'être portée par l'expérience que j'avais vécue avant. Mais je me rends compte que, parce qu'aujourd'hui, donc j'ai fait une pause de 2 ans, 2 ans sans réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, j'y suis revenue avec une intention, je reviens à ce mot d'intention, avec une approche, en tout cas complètement différente de la première fois, parce qu'effectivement, vu que j'ai vu que je n'en avais pas besoin, j'ai pu revenir avec un peu plus de lâcher prise, en me disant que c'était juste une vitrine, mais qu'il n'y avait pas besoin de se prendre trop la tête. Euh, mais je me rends compte aujourd'hui que l'Inde étant un peu plus loin derrière moi, je me laisse à nouveau facilement reprendre dans une forme d'engrenage. Euh, donc voilà, douceur et tolérance vis-à-vis de soi sur ça, mais conscience en même temps. Est-ce vraiment ce qu'on veut pour nos vies? Par rapport à la version de toi qui avait donc sa présence musclée et la version peut-être celle d'aujourd'hui qui a son séjour en Inde un peu plus lointain. Est-ce que tu aurais des questions? Est-ce que la coach que tu es aurait des questions justement pour peut-être reconnecter avec les muscles de la présence? J'adore cette question. Merci Barbara. Je vais la garder, je vais me la poser pendant plusieurs jours parce qu'elle est merveilleuse.
Qu'est-ce que la moi de 2020 finalement demanderait à la moi de 2024? En fait, justement, tu vois, ce qui vient là de cette expiration, c'est que je pense qu'elle lui demanderait pas grand-chose, mais elle la ferait respirer. Euh, Elle se mettrait probablement juste en face d'elle, en la regardant avec un grand sourire, les yeux dans les yeux, avec cette qualité justement d'attention à l'autre qu'on a si peu dans le quotidien. Et elle l'inviterait sans rien lui dire à prendre une grande aspire, prendre une grande expire. Et je pense que la moi d'aujourd'hui poserait le téléphone très naturellement. Merci. Ça vient me toucher fort. Je suis émue parce que à travers ton partage et, et ce que tu en dis, ce que tu en offres, je sens chez moi de l'espace en fait, tout naturellement. Cet état de présence, il est jamais très loin. En particulier lorsque on est ensemble sur un épisode de podcast. En général, je suis vraiment nourrie par le flow et puis je me laisse porter par ce qui est. Et pourtant, encore un peu plus profondément, je crois que je me suis autorisée à ressentir en même temps que toi cet espace, cette présence, cette respiration. Et qu'est-ce que c'est bon! Ouais. À l'heure où on nous invite à prendre à nouveau de bonnes résolutions, quelle serait ta façon à toi de nager? En fait, dans quelles eaux t'aurais envie ou t'aurais l'élan de nager si c'était de toi à toi? Et si on sortait encore une fois de ce qu'on nous invite à faire? Hmm. Je prends un grand temps de réflexion. Hmm. Je pense que j'essaierai de me placer non pas sur le plan de ce que j'ai envie d'avoir cette année, mais sur le plan de ce que j'ai envie de vivre et de ressentir cette année. Parce que souvent, les grandes résolutions de début d'année, elles sont beaucoup dans l'avoir et dans le faire. Je vais, j'en sais rien, mes résolutions 2025, c'est 1 heure de sport par semaine, ou c'est, j'en sais rien, 10 000 followers, ou c'est 5 000 euros de chiffre d'affaires, ou que sais-je, les chiffres que chacun, chacune, auxquels chacun, chacune peut mesurer son bonheur. Donc, c'est souvent des choses très acquisitives. Et donc, je pense que j'essaierai de positionner le curseur plutôt du côté de l'être et de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir cette année comme émotion, comme état d'être, et d'aller chercher ça plutôt que qu'est-ce que je peux, comment dire, enfin, d'être moins dans cet espace de quoi je peux remplir, mais plutôt de quoi je peux m'alléger en fait. Ça fera le lien, j'ai envie de la citer dans ce premier épisode, avec l'épisode que j'ai partagé avec Johan Huttard, qui parle de dépouillement et qui vient justement lâcher tout ce qui n'est pas de notre essence, tout ce qui ne vient pas nourrir profondément les êtres que nous sommes. Merci beaucoup, Oriane. Je me souviens dans le partage que tu fais dans ton programme euh, Shivananda Pasapa, d'une expérience que tu as vécue sur ton tapis et de la façon dont tu t'es fait vivre la répétition et ce moment particulier sur le tapis qui résonne pour moi avec le conflit et en particulier nos conflits intérieurs. Est-ce que tu pourrais partager cette anecdote et puis nous dire peut-être ce que ça vient évoquer pour toi? Des moments de bataille intérieure sur le tapis, j'en ai eu plus d'un, j'en ai eu tellement. Euh, mais je pense que l'épisode auquel tu fais référence, c'est que donc je suis allée en Inde pour apprendre la méditation. Et je voulais pas apprendre le yoga parce que j'avais des préjugés sur ce qu'était le yoga et une vision très très limitée de ce qu'était le yoga. Et finalement, on en revient à notre histoire de réseaux sociaux, mais ce que je voyais du yoga sur les réseaux sociaux ne m'intéressait pas du tout. Et donc, quand je suis allée en Inde, je voulais apprendre la méditation et je voulais pas qu'on me parle de yoga.
Sauf que la vie est ainsi faite que l'ashram dans lequel je me suis formée, euh, eh bien, on devait se conformer à l'emploi du temps de l'ashram, l'emploi du temps quotidien de l'ashram. Et donc, bah, il y avait de la méditation, mais il y avait aussi du yoga postural et plein d'autres choses. Mais il y avait donc notamment 3 heures de yoga postural par jour. Et donc, bah, les premiers temps, j'y suis allée vraiment contrainte et forcée, hein, parce que je voulais pouvoir accéder au reste du programme, donc il fallait que je fasse cette partie-là. Et je dis les premiers temps, mais ça a duré longtemps. Ça a duré plusieurs mois. Je pense même parfois, je me dis plusieurs années. Euh, Parce que j'arrivais sur le tapis avec cette mentalité de performance, en fait. Euh, et donc, je me jugeais à chaque instant sur mon tapis de ne pas être assez ceci ou d'être trop cela ou voilà, je m'évaluais en fait à chaque instant, à chaque respiration sur le tapis, je m'évaluais et je m'évaluais pas de manière très très agréable. Donc c'était une pratique en fait qui me mettait très en colère parce que pendant 1 heure et demie, j'étais abominable avec moi-même et donc franchement, c'était pas une pratique que j'appréciais quoi. Et je pense que je suis pas la seule à vivre le yoga comme ça. Euh, des personnes qui s'en veulent presque sur le tapis de pas être plus souples qu'elles ne sont ou plus musclées qu'elles ne sont, alors qu'en fait le yoga c'est aux antipodes de tout ça. Mais je pense qu'il y a eu un phénomène d'appropriation occidentale qui est venu complètement transformer le yoga et qui fait qu'aujourd'hui on est nombreux à le subir comme ça. Mais bon, à la longue, le yoga a fait son effet. Et petit à petit, cette voix abominable s'est fait un peu moins bruyante. Et je pense que l'épisode dont tu parles, c'est qu'il y a eu un jour où, à la fin à la fin d'une posture, en posture de repos, on a simplement enlacé nos genoux contre nous-mêmes. Et là, il y a eu une espèce de douceur, en vérité, dans ce moment où j'ai embrassé moi-même mon propre corps et où j'ai comme vu avec beaucoup de hauteur la violence de tout ce que je lui faisais subir par mes pensées et par mes manières de fonctionner, et où j'ai ressenti à cet instant-là de la gratitude pour sa tolérance vis-à-vis de moi, d'être toujours là et de continuer à fonctionner malgré tout ce que je lui envoie dans la tronche à longueur de journée en, ouais, en le critiquant au lieu de voir tout ce qui me permet de vivre, tout simplement. Et ça a été effectivement un carrefour dans mon cheminement yogique, mais dans mon chemin de guérison, plus encore. Je pense que c'est la vidéo qui m'a le plus touchée de ce programme. J'y sens vraiment un partage de cœur à cœur et tu l'auras traduit très bien dans le podcast. Je pense que cette image de ce que tu t'es fait vivre sur le tapis et puis de finalement cette transformation à un instant, elle peut aussi venir illustrer d'autres moments de vie et de à quel point est-ce que nous faisons vivre un enfer. Et, j'aime beaucoup la façon dont tu poses les choses et le regard que tu portes sur cet espace, sur ce moment de transition, de transformation et cette respiration aussi, encore une fois, qui accompagne la, le regard différent, la curiosité, l'innocence. Je suis certaine que ça pourra parler à plein de personnes. Et en même temps, quand tu évoques ce monde du yoga, moi j'entends aussi toutes les idées reçues oui, et ce qu'on se raconte à propos du coaching. Et là encore, je ne m'attendais pas à te poser cette question-là, mais tu es coach, tu participes aussi à
à l'émergence d'arrivée de nouveaux coachs par le biais de programmes d'Anne-Claire. Euh, Est-ce que tu as toujours été aussi en lien avec le coaching ou est-ce que toi aussi tu avais des idées reçues sur sur cette profession? Je pense que j'ai beaucoup d'idées reçues sur beaucoup de choses. Comme toutes, comme tous. Euh, le cadeau qui m'a été fait par rapport au coaching, c'est qu'Anne-Claire me l'a proposé. Euh, donc Anne-Claire qui a cette formation, donc Anne-Claire Méret qui a cette formation de coaching que tu as toi-même suivie pour être formée. Euh, J'avais été coachée par elle en individuel. Et donc, quand elle a lancé sa formation, euh, elle m'a proposé de me former et puis que je puisse rejoindre son équipe. Et donc, finalement, au départ, je m'étais jamais vue coach. Je pensais pas que ça allait faire partie de mon chemin. Mais je m'étais quand même bien rendu compte à quel point ça avait été précieux pour moi d'être accompagnée par un ou une coach. Et donc, je me suis dit, bah, ça va être intéressant de voir euh, le coaching depuis les coulisses, finalement. Comprendre un petit peu les ficelles qui m'avaient été utiles en tant que client. Mais j'y suis allée dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que j'y suis pas vraiment allée en me disant je vais devenir coach, j'y suis allée en me disant oh bah ouais, ça a l'air intéressant, ça peut que m'apporter à titre personnel. Et un petit peu comme la naturopathie et un petit peu comme le yoga, ça m'a tellement apporté à titre personnel que très vite ensuite j'ai eu envie de le partager à mon tour. Merci pour ton partage, Oriane. Euh, Peut-être, et ça sera ma dernière question parce qu'il faut que je choisisse de laisser une fin aussi à à cet échange ô combien nourrissant. Euh, de quelle façon est-ce que tu prends soin de la paix en toi? Il y a- on boucle presque la boucle du début de l'échange sur la paix de quel plan, tu vois. Ouais. Parce il y a la paix du corps, il y a la paix de l'esprit. Euh, Bien sûr, elles s'auto-nourrissent, mais je pense que je nourris la paix en évitant déjà, ça va sembler très terre à terre comme réponse, mais en évitant les substances qui peuvent venir troubler la paix. Donc, je nourris ma paix en ne buvant pas, en ne fumant pas. Euh, voilà. En limitant le café, j'avais aperçu ça aussi. Ah, alors Parfois. c'est c'est mon talon d'Achille. Parce que j'ai une passion singulière pour le café. Donc, je fais des phases de détox, mais euh, voilà, c'est mon talon d'Achille. Euh, donc, il y a cette notion-là. Euh, me vient ensuite la question des relations. Nourrir sa paix, je pense que c'est quand même choisir de qui on s'entoure. Euh, voilà. Bon, c'est tout un sujet, ça Ça pourrait pourrait être faire l'objet d'un épisode à part entière. Mais je pense que c'est important de le poser. Ouais. Est-ce que les personnes avec qui on a des conversations au quotidien viennent soutenir notre transformation, notre volonté d'aller mieux, ou est-ce qu'on a un entourage que finalement ça arrange qu'on reste comme on était jusqu'à présent? Euh, et je dirais que mon troisième pilier de la Trinité de la paix, c'est aussi des temps pour soi. Donc être en lien avec des personnes choisies et être en lien avec soi. Et là, chacune aura ses pratiques. Est-ce que c'est marcher seul sans son téléphone? Est-ce que c'est aller s'écouter sur un tapis? Peu importe. Mais je pense que ce temps-là pour soi, c'est un vecteur de paix. Merci beaucoup pour ton partage et pour cette trinité.
De quelle façon est-ce qu'on se relie à toi pour la suite? Alors, j'ai un site, Hmm. orianejurado.com, c'est facile. Et puis, pour les personnes qui ont envie d'être sur les réseaux, il y a Instagram. Et pour les personnes qui ont envie d'avoir des nouvelles, mais de ne pas être trop polluées, il y a Telegram aussi. Euh, voilà. La newsletter aussi? Et la newsletter aussi, absolument. Newsletter, par le biais du site, vous avez un formulaire pour vous inscrire. Je trouve que la newsletter et Telegram, c'est une manière d'être tenu au courant des actus sans se perdre dans dans la pub des suggestions infinies. Mais voilà, je suis à ces différents endroits et si cet épisode vous a fait du bien, écrivez-nous, on sera content, je pense. Je parle en ton nom aussi, mais on sera contente de vous lire. Tout à fait. Je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi sur ce premier épisode de l'année, je l'ai déjà dit. Et quelque part, j'aimerais partager des vœux qui sont à l'image de cet épisode autour de la présence, autour de la générosité, autour de l'intentionnalité et du partage. Merci d'avoir été une très belle ambassadrice pour cette année à venir pour Heal the World. Merci beaucoup, Oriane. Ah, merci à toi pour cette invitation.